Le sol du Sahel n'est plus un décor lointain. En quelques mois, une alliance se transforme en signal de rupture, et l'équilibre attendu par les capitales occidentales vacille au même moment. Que change, pour ceux qui regardent depuis l'extérieur, l'ascension d'Ibrahim Traoré à la tête de l'Alliance des États du Sahel? Une ère bascule, sans bruit. Ce récit promet une lecture claire d'un moment qui dépasse une simple transition de leadership. Il montre en 10 à 12 mots ce qui est en jeu. Comprendre la souveraineté quand elle devient action concrète. L'Alliance des États du Sahel est présentée comme une réponse à des décennies de dépendance, de sanctions et de récits fabriqués ailleurs. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré n'est pas décrit comme un politicien classique, mais comme un soldat porté par une attente populaire. Le texte insiste sur une idée centrale. Un peuple cesse de demander la permission d'être libre. À partir de là, chaque détail devient un symbole, du ton d'un discours jusqu'à la création d'instruments communs, comme une banque et une chaîne de télévision. L'enjeu n'est pas seulement régional, il touche la diaspora, appelée à passer d'un soutien de survie à un soutien de construction, et il interpelle aussi ceux qui vivent dans les économies occidentales. Car si les ressources, l'or, l'uranium et les données cessent d'alimenter un ordre extérieur, les conséquences se propagent. La question qui tient tout le récit est simple. Cette dynamique est-elle un épisode isolé ou le début d'un modèle qui pourrait se répéter ailleurs? En 2025, une banque confédérée est annoncée avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA, et ce chiffre suffit à révéler l'ambition réelle du projet. Dans le même mouvement, Ibrahim Traoré est présenté comme le président de l'Alliance des États du Sahel, et l'événement est décrit comme plus qu'une cérémonie, un acte de rupture. Le récit insiste sur une bascule psychologique autant que politique. Il ne s'agit pas seulement de 3 pays qui se donnent la main, mais d'un bloc qui tente de déplacer le centre de gravité des décisions en refusant les structures jugées inutiles ou hostiles. La logique avancée est nette, si une organisation ne sert pas les intérêts du peuple, elle n'a pas vocation à définir l'avenir. Ce point sert de charnière pour comprendre la posture adoptée face à des institutions régionales présentées comme des instruments d'influence extérieure, notamment au moment des sanctions et des menaces d'intervention. Pour rendre cette dynamique tangible, le texte suit des vies concrètes. Il évoque Amadou, 58 ans, près de Bobo-Dioulasso, qui voit le coton partir vers l'Europe tandis que sa famille peine à se nourrir. Il évoque aussi Aïcha, 65 ans, dans un village proche de Ouagadougou, vivant sur une terre riche en or sans bénéficier d'électricité fiable. Ces portraits ne servent pas seulement à émouvoir, ils soutiennent l'idée que l'injustice n'est pas accidentelle, mais structurée et que la souveraineté annoncée doit se traduire en écoles, hôpitaux et infrastructures. La narration place ensuite la diaspora au cœur du mécanisme. Elle n'est plus décrite comme une réserve de transfert d'argent, mais comme une force intellectuelle et financière appelée à réorienter ses compétences vers la construction. C'est ici que se referme la question ouverte au début. Si l'Alliance contrôle ses ressources, son récit et ses outils économiques, alors la rupture ne concerne pas seulement le Sahel, elle vise l'architecture même de l'ordre qui l'entoure. Pour comprendre comment cette promesse descend du discours vers la réalité, le récit choisit un fil conducteur simple. Des visages, des gestes, des symboles immédiatement lisibles. Il ne s'agit pas d'un débat abstrait, mais d'une façon de mesurer si l'Alliance des États du Sahel devient une structure vivante ou reste une déclaration. Aïcha, la grand-mère de 65 ans, n'est pas décrite comme une militante. Elle incarne plutôt une attente silencieuse, accumulée sur des décennies. Quand elle voit la photo d'un nouveau passeport biométrique de l'AES, l'objet n'a rien d'anecdotique. Il promet une identité collective et surtout l'idée d'une appartenance qui pèse. Pour elle, ce document signifie que le village n'est plus un point perdu, mais une pièce d'un ensemble. Le récit insiste sur ce déplacement intérieur. La dignité n'est plus demandée, elle est revendiquée. Amadou, lui, apparaît comme l'autre extrémité du même fil. Son quotidien raconte l'ancienne logique, celle où le coton, l'or ou d'autres richesses sortent du pays, tandis que la table reste vide.
son regard sert à introduire un effet immédiat. Le discours sur l'autosuffisance alimentaire n'est pas présenté comme une posture, mais comme un test de crédibilité. Nourrir son peuple devient la preuve la plus simple de la souveraineté. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est décrit comme celui qui parle avec une dureté de soldat et une proximité de terrain en opposant les marchés, les champs et les familles aux chiffres froids des capitales lointaines. La première onde de choc, selon le texte, n'est pas militaire, elle est mentale et elle commence dans la manière dont les gens se reconnaissent enfin dans un projet commun. La souveraineté se juge à la table, pas au slogan. Le point de départ est une scène de transition, présentée comme une passation plus lourde qu'elle n'en a l'air. Avant, l'espace sahélien est décrit comme fragmenté, assigné à un rôle de périphérie tenu par des règles écrites ailleurs. Après, la narration affirme un basculement. L'alliance des États du Sahel se comporte comme un bloc qui parle d'une seule voix et qui refuse d'être traité comme un terrain d'exception. Pour entrer dans le mouvement, le texte met en avant un discours d'acceptation et un ton de rupture. Il rappelle une formule: l'époque où l'on demandait la permission d'être libre serait terminée. La liberté n'est plus demandée, elle est saisie. Dans cette logique, Ibrahim Traoré apparaît comme une figure d'accélération associée à une idée simple: compter sur soi-même. Pas comme un slogan, comme une méthode. Il remercie la résilience, il évoque les coups reçus, il annonce que le chemin n'est pas pavé de fleurs, et il transforme cette dureté en consigne: tenir, travailler et se préparer. Le récit pousse ensuite vers le haut. Il évoque une force unifiée à venir et une promesse d'opération à grande échelle pour sécuriser la région. Il oppose ce cap à l'image d'armées étrangères installées dans leur base pendant que la violence grandissait. La tension est construite sur un contraste net. D'un côté, une sécurité sous-traitée qui ne délivre pas la paix. De l'autre, l'idée que seuls des soldats portés par l'attachement au sol peuvent stabiliser durablement. À ce moment-là, la narration élargit. La bataille n'est plus seulement militaire, elle devient aussi diplomatique et médiatique. La communication est décrite comme un lien stratégique, presque une arme de souveraineté. Vient alors un moment plus concret, celui des outils. D'abord, la volonté de quitter des organisations jugées inutiles. Le texte cite en filigrane une cible, des institutions régionales qui prétendraient par là coopérer, mais qui seraient capables de sanctions et de menaces contre des populations. Ensuite, l'apparition d'instruments propres, une banque confédérée est mentionnée comme un pivot, une chaîne de télévision de l'AES est présentée comme l'autre pivot, l'idée est martelée: contrôler l'argent, contrôler le récit. Gagner au XXIe siècle, ce serait reprendre ces deux leviers en même temps. Enfin, le récit intègre pleinement la diaspora dans la séquence. Il décrit une mutation d'un soutien qui envoie surtout de quoi survivre vers un soutien qui finance et bâtit. Il parle d'ingénieurs, de médecins, de professeurs et d'un réveil d'investissement. Il introduit aussi un autre effet d'onde, la peur attribuée aux capitales occidentales. Non pas la peur d'un manque de démocratie, mais la peur d'un manque de contrôle. C'est là que la question se rouvre. Si les ressources cessent d'alimenter un ordre extérieur, jusqu'où va la secousse et qui la ressent en premier ? Pendant des décennies, les identités sahéliennes étaient gérées par une entreprise étrangère, puis, fin 2025, l'Alliance affirme avoir rompu ce contrat pour produire ses propres documents. Cette bascule technique est présentée comme un indicateur quantifiable de souveraineté. Ce qui paraissait administratif devient politique, parce que cela touche aux données, au mouvement et à l'autorité. Un premier repère chiffré organise cette séquence. La Banque confédérée pour l'investissement et le développement, annoncé avec un capital initial de 500 milliards de signes de francs CFA. Le récit ne s'attarde pas sur des tableaux complexes, mais sur le sens de la mesure, un instrument capable de financer l'industrialisation aux conditions africaines, là où, selon la narration, les banques occidentales ne l'auraient jamais fait sans imposer de dépendance. Ce montant sert à cadrer une promesse, sortir d'une logique où les États mendient des prêts, et où l'argent revient, par des circuits indirects, vers des entrepreneurs étrangers. L'idée n'est pas seulement de prêter, mais de réorienter l'investissement vers l'agriculture, l'énergie et les infrastructures, en gardant le contrôle du rythme et des priorités.
Un deuxième repère est moins financier que symbolique. Le texte parle du poids d'un 1000 ans d'histoire reposant sur les épaules du nouveau dirigeant au moment de la prise de rôle. La formule n'est pas un relevé statistique, mais elle fonctionne comme une unité de mesure narrative. Elle convertit une transition institutionnelle en épaisseur historique. C'est précisément là que le récit place Ibrahim Traoré comme un pivot, non pas parce qu'il incarne seul une rupture, mais parce qu'il est décrit comme celui qui verbalise une limite. L'ère de la permission serait terminée. Et la narration fait de cette phrase une variable de rupture, un avant et un après dans le langage même. Un troisième repère concerne l'âge, et il n'est pas choisi au hasard. Aïcha, 65 ans, est décrite comme une grand-mère ayant traversé des décennies de promesses sans changement visible. Pas d'électricité fiable, des repas maigres, une pauvreté qui persiste malgré l'or. Le récit te transforme cet âge en mesure du temps perdu, puis en mesure de ce qui pourrait enfin changer. À travers elle, la nationalisation des mines est présentée comme un indicateur de redistribution potentielle, pas comme une ligne abstraite sur un rapport. Pour Aïcha, cela signifie une école possible, une infrastructure tangible, une réparation concrète. Ces trois repères ne prétendent pas prouver une réussite, ils encadrent plutôt une logique de preuve. Souveraineté égale instrument, et instrument égale capacité d'agir sans intermédiaire. Le passeport biométrique, la rupture d'un contrat jugé dépendant, la banque confédérée, la chaîne de télévision, tout cela forme un faisceau de signaux qui, dans le récit, vaut démonstration. Le texte insiste alors sur une conséquence. Si l'Alliance contrôle l'identité, le financement et le récit, elle ne se contente plus de protester contre l'ordre existant, elle commence à le concurrencer. Et c'est ici que la promesse initiale se précise. Ibrahim Traoré ne serait pas seulement un symbole, mais un accélérateur d'un modèle qui s'efforce de rendre la rupture mesurable. Il existe une lecture favorable, et elle mérite d'être formulée avec précision. Premièrement, l'alliance des États du Sahel est présentée comme une réponse pragmatique à l'échec des dispositifs précédents. Le récit affirme que des armées étrangères étaient installées au Sahel au nom de la lutte contre le terrorisme, mais que la violence a continué de croître. Dans ce cadre, une force unifiée n'est pas un caprice idéologique. C'est une tentative de reprendre une fonction régalienne, celle de protéger le territoire, avec des soldats qui auraient, selon le texte, une motivation plus directe, liée à l'attachement à la patrie. Deuxièmement, l'argument économique semble cohérent. Une banque confédérée, une chaîne de télévision, un possible éloignement du CFA et une monnaie commune, tout cela est décrit comme un ensemble d'outils visant à sortir d'une dépendance structurelle. La diaspora, enfin, est appelée à passer d'un soutien de survie à un soutien de construction, ce qui renforce la crédibilité d'une stratégie à long terme. Mais une lecture critique, elle aussi, doit être entendue. Premier contre-argument. Ce récit peut être accusé de simplifier un paysage complexe en opposant un nous pur à un eux prédateur sans admettre les zones grises. Il parle d'ennemis, de laquais locaux, de sabotage, et cette grille peut servir autant à mobiliser qu'à fermer le débat. Deuxième contre-argument, l'ambition institutionnelle peut dépasser la capacité réelle. Créer une banque, une télévision, un passeport biométrique, annoncer des opérations à grande échelle, ce sont des promesses lourdes qui exigent des ressources, une stabilité et une gouvernance durable. Un projet peut gagner la bataille du symbole tout en échouant à produire des résultats visibles pour des personnes comme Amadou ou Aïcha. La réponse du texte à ces critiques ne passe pas par des garanties abstraites. Elle tente plutôt de déplacer le terrain de la discussion vers la matérialité, le contrôle de l'identité, la rupture de contrats jugés dépendants, l'investissement annoncé et la réorientation des partenariats. Il insiste sur un point, l'Occident n'aurait pas peur d'un déficit démocratique, mais d'un déficit de contrôle. Cette affirmation reste une interprétation, mais elle s'ancre dans la logique centrale du récit. Si l'on peut financer et raconter sans intermédiaire, l'équilibre change. Ibrahim Traoré, dans ce cadre, n'est pas présenté comme une fin en soi, mais comme le levier qui rend ce changement plus rapide et plus visible. À ce moment précis, une évidence s'impose. L'identité devient le terrain décisif.
Le récit place ici un basculement discret, mais décisif. La souveraineté ne se limite plus à un discours, elle touche au papier, aux données et au mouvement. L'Alliance des États du Sahel met en avant un passeport biométrique comme preuve que l'autorité peut quitter les mains d'un prestataire extérieur pour revenir à un cadre confédéral. Ce détail change la nature du conflit parce qu'il ne concerne plus seulement les frontières, mais la capacité de dire qui appartient à quoi et selon quelles règles. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît comme celui qui accélère un changement de rythme. Le passeport n'est pas présenté comme un objet administratif, mais comme une signature politique, une rupture avec l'ancien colonisateur et un partenariat technique assumé avec un acteur choisi. La narration insiste sur le symbole. Pendant des décennies, une puissance étrangère détenait les clés de l'identité, puis cette clé est retirée. Ce déplacement modifie aussi le récit intérieur. Pour Aïcha, ce document n'est pas une innovation abstraite. Il signifie qu'elle n'est plus un coin négligé du monde, mais une part d'un bloc. À ce point précis, l'Alliance ne cherche plus seulement à exister, elle cherche à se rendre incontestable. Pour les États et l'administration, la conséquence la plus immédiate est un déplacement des leviers. La création annoncée d'une banque confédérée, dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs ronds, de francs CFA, est présentée comme un outil pour financer des priorités choisies localement, au lieu de dépendre de prêts assortis de conditions extérieures. Dans cette lecture, la souveraineté devient une capacité de planifier et d'investir à l'intérieur d'un cadre confédéral. Le retrait d'organisations jugées inutiles et la dénonciation des sanctions renforcent aussi un effet interne. L'État se redéfinit comme protecteur, non comme simple intermédiaire. Ibrahim Traoré est alors décrit comme celui qui lie cette architecture à une discipline de travail et à une exigence de résultats visibles parce que la légitimité ne tient pas au slogan mais à ce qui change sur le terrain. Pour les entreprises et l'activité économique, le récit annonce un bouleversement de chaîne. Si les mines d'or et les ressources stratégiques sont davantage contrôlées, l'objectif affiché est de garder plus de valeur sur place, de nourrir une industrialisation et de soutenir des réseaux énergétiques. Les entrepreneurs locaux seraient censés passer du rôle de sous-traitants à celui de bâtisseurs, tandis que les entreprises étrangères ne pourraient plus présumer d'un accès automatique. La télévision de l'AES, mentionnée comme un instrument de récit, agit aussi comme un outil économique. Elle structure une image de stabilité et une capacité à raconter ses propres histoires, ce qui influence la confiance, donc l'investissement. Le texte ne promet pas une prospérité instantanée, mais il affirme que la logique du profit déplacé pourrait être contestée par des institutions nouvelles. Pour les citoyens, la conséquence se mesure à la fois en dignité et en attente. Amadou, 58 ans, incarne une fatigue. Voir le coton partir tandis que le quotidien reste fragile. Aïcha, 65 ans, incarne une autre fatigue. Vivre sur une terre riche en or sans bénéficier d'électricité fiable. À travers eux, le récit traduit la souveraineté en critères simples. Nourriture, sécurité, école, soins, énergie. Le passeport biométrique devient un symbole de reconnaissance, mais il crée aussi une exigence accrue. Si l'identité est renforcée, la redistribution doit suivre. C'est là que la narration place la pression la plus forte, car le peuple ne compare pas des discours, il compare des vies. Pour la région et l'environnement géopolitique, le texte décrit un effet de bloc, un Sahel unifié serait un mur contre des routes d'exploitation et une plateforme pour des partenariats choisis, qu'il s'agisse de la Russie, de la Chine ou d'autres puissances émergentes. Cette multipolarité est présentée comme une capacité nouvelle, ne plus être pro-Ouest ou pro-Est, mais pro-Afrique. Elle entraîne une réaction attribuée à Washington, Paris et Bruxelles, décrit comme inquiet d'un précédent. Si l'alliance tient, elle devient modèle, si elle échoue, elle devient avertissement. Ibrahim Traoré est placé au centre de cette équation, non comme seule cause, mais comme le visage qui rend le pari visible, donc contesté. Dans les 6 à 12 prochains mois, la question décisive est celle-ci. Quel mécanisme, concret et vérifiable, empêchera la promesse de souveraineté de se dissoudre dans le symbole ? Dans un scénario de base, l'Alliance consolide ses outils sans renverser tout l'échiquier.
La banque confédérée commence à structurer des priorités, mais l'effet se voit d'abord dans la méthode. Sélection de projets, discipline d'exécution et communication plus centralisée. La chaîne de télévision renforce un récit commun, ce qui stabilise l'image interne sans effacer les tensions. Sur le terrain, la sécurité est traitée comme une campagne longue, annonce d'opérations, montée en puissance graduelle et ajustement. Si ce scénario domine, la dynamique se maintient parce qu'elle produit des signaux réguliers, même modestes, et parce qu'elle évite les ruptures trop brusques. Dans un scénario optimiste, les instruments deviennent des résultats. Les actions sur l'autosuffisance alimentaire se traduisent par des gains visibles, et l'investissement se connecte à des infrastructures simples, énergie, logistique, accès. La diaspora répond davantage, non seulement en soutien financier, mais en compétences, en projets et en réseau. Le passeport biométrique, présenté comme symbole d'identité confédérale, s'inscrit dans une administration plus cohérente, qui réduit les frictions. Dans cette trajectoire, l'Alliance s'impose comme modèle régional parce qu'elle démontre que l'autonomie peut se gérer, se financer et se raconter sans intermédiaire. La perception extérieure change, on ne parle plus d'un pari, mais d'un précédent. Dans un scénario défavorable, le récit gagne, mais la matière résiste. Les pressions extérieures se traduisent par isolement, sanctions ou campagne de délégitimation, tandis que les divisions internes se durcissent. Les outils annoncés deviennent des vitrines plus que des moteurs, et les attentes populaires s'accumulent plus vite que les améliorations concrètes. Dans ce cas, la souveraineté reste un langage puissant, mais les vies d'Amadou ou d'Aïcha ne changent pas assez vite, et la déception devient une faille exploitable. Une recommandation de lecture s'impose, ne pas confondre vitesse et solidité. Si un pas ajoute de l'autonomie, il compte. Si un pas ajoute seulement du bruit, il fragilise. La seule boussole utile reste la même. Un outil, une action, un effet visible, puis une correction, encore et encore. Le récit finit par revenir vers ceux qui regardent de loin, parce que c'est là que se joue une partie silencieuse. L'impact sur les perceptions, les loyautés et les habitudes. Il insiste sur un point, la diaspora n'est pas un public passif. Elle est décrite comme un second front, non pas armé, mais narratif et économique. Pour ceux qui vivent à Atlanta, New York, Londres ou ailleurs, la question n'est pas seulement de soutenir par émotion, elle devient une question de cohérence. Où va l'argent? Où vont les compétences? Et quel récit est laissé aux autres pour définir ce qui se passe au Sahel? Le récit propose une traduction concrète de ce second front. D'abord, il invite à contester la lecture dominante qui réduit la région à des coups d'État et au chaos. Ensuite, il suggère de déplacer le geste habituel. Passer des envois de survie à des investissements de construction, même modestes, mais orientés vers des industries et des infrastructures. Il insiste sur le fait que la connaissance accumulée en Occident, ingénierie, médecine, enseignement, peut servir autrement que comme carburant pour des économies déjà consolidées. Pour les spectateurs qui ne sont pas issus de la diaspora, le récit cherche une autre connexion. Il rappelle que l'ordre économique mondial repose sur des flux de ressources. Si le Sahel contrôle davantage ce qu'il vend, comment il le vend et dans quelle monnaie, alors les effets se répercutent sur le coût de la vie, l'énergie et la stabilité perçue. La conséquence pour le public est simple. Ce qui paraît lointain devient lié au quotidien. Et c'est à cet endroit que la narration tente de transformer la curiosité en attention durable. Comprendre n'est pas un luxe, c'est une façon de lire le monde qui arrive. Pour que la souveraineté annoncée ne reste pas un récit, le texte suggère implicitement une logique de mise en œuvre. Une suite d'étapes où l'on sait qui agit, quand et avec quel signal de progrès. Dans cette architecture, Ibrahim Traoré apparaît comme le moteur politique qui fixe le rythme, mais la réussite dépend d'un assemblage plus large. Administration, forces de défense, producteurs, diaspora et relais médiatiques. D'abord, il faut sécuriser le cadre commun. Les forces des pays membres sont appelées à se coordonner avec l'idée d'une force unifiée et d'opérations à grande échelle. Le critère de suivi n'est pas détaillé en indicateurs chiffrés, mais la logique est claire. Réduire la distance entre promesses de sécurité et expérience quotidienne, surtout dans les zones où la violence s'est rapprochée au fil des années. Ensuite,
il faut verrouiller l'identité et les données. Le passeport biométrique est présenté comme un outil central, parce qu'il matérialise l'autorité. L'action consiste à produire les documents, gérer la technologie et couper les dépendances jugées sensibles. Le signal attendu est simple, une identité confédérale opérationnelle, reconnue et administrée sans clé extérieure. Puis, il faut financer aux conditions locales. La banque confédérée est décrite comme le cœur financier, avec une mission: financer l'industrialisation, l'agriculture et l'énergie sans reproduire le cycle des prêts contraignants. Le progrès se lie dans la capacité à transformer un outil en projet concret et à garder la valeur sur place au lieu de la voir repartir par les circuits habituels. En parallèle, il faut contrôler le récit. La chaîne de télévision de l'AES sert à raconter autrement, à réduire l'écart entre ce que vivent Amadou et Aïcha et ce que le monde croit voir. Le signal n'est pas seulement la diffusion, mais la cohérence. Un récit stable, capable de répondre aux campagnes de délégitimation sans se refermer sur lui-même. Enfin, il faut mobiliser la diaspora comme capacité, pas seulement comme soutien. Le texte appelle à des transferts de compétences et d'investissements orientés. Le résultat attendu n'est pas une grandiose reconquête instantanée, mais une montée graduelle de projets qui ancrent l'autonomie dans des infrastructures, des écoles et des services. Dans cette séquence, la question n'est plus qui a raison, mais qu'est-ce qui fonctionne ? Et si l'Alliance veut gagner la durée, elle doit répéter la même équation. Outils, action, effet visible, puis correction. Le récit revient à l'image la plus simple, celle qui résume tout son discours. Aïcha, 65 ans, tient un passeport biométrique de l'AES. Et ce geste suffit à condenser une époque. Elle ne regarde plus seulement le monde, elle s'y inscrit. Dans sa vie, l'or n'a pas allumé les lampes et les promesses n'ont pas rempli les assiettes. Pourtant, ce document change la nature de l'attente, parce qu'il affirme qu'une identité collective peut peser et qu'une frontière peut devenir un lien. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré est rappelée comme un accélérateur de rythme. Le texte ne dit pas que tout est gagné, il dit que l'ère de la permission est terminée et que le coût de l'échec serait une rechute, un retour à l'ordre ancien, une disparition du premier espoir tangible depuis des générations. La souveraineté n'est plus une idée morale, mais une suite de choix, de ruptures et d'outils qui doivent produire des écoles, des hôpitaux, une énergie fiable et une sécurité vécue. La dignité se prouve par des résultats. Le texte se termine comme il a commencé. En parlant à ceux qui regardent et en leur rappelant qu'il ne s'agit pas d'un spectacle, mais d'un choix de positionnement. Il invite à sortir du rôle de spectateur, non pour répéter des slogans, mais pour prendre part à une vigilance collective. Si l'Alliance des États du Sahel est décrite comme un front de souveraineté, alors la diaspora est appelée à devenir un bouclier narratif, capable de contester les récits réducteurs et de porter une lecture plus nuancée de ce qui se construit. L'appel ne se résume pas à soutenir un homme, mais à suivre un processus. Ibrahim Traoré est présenté comme un symbole de rupture, mais la question centrale demeure celle des effets. Les richesses du sol serviront-elles à l'intérieur ou continueront-elles à partir ? Les outils annoncés deviendront-ils des résultats ou resteront-ils des vitrines ? Et surtout, ce mouvement peut-il inspirer d'autres régions sans reproduire les mêmes dépendances sous de nouveaux noms ? Le texte propose une dernière interaction, presque un rituel de communauté. Dire d'où l'on regarde et écrire quelques mots de soutien pour signaler que le monde observe. Mais au-delà des commentaires, il laisse une question ouverte, volontairement large. L'autonomie réelle est-elle possible sans l'approbation de ceux qui contrôlaient hier les règles du jeu, ou faut-il accepter que la liberté commence précisément là où l'approbation cesse ?